Parfait, merci Romain, vous m'entendez bien? Oui. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Romain et Parkinson Québec de l'invitation. C'est la deuxième fois que je donne un séminaire pour Parkinson Québec. La première fois, c'était en 2007, donc ça fait déjà un petit bout. Puis, j'ai quand même eu un bon parcours depuis. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'utilisation des cellules souches pour la maladie de Parkinson. Puis, je vais aborder le sujet, en fait, en deux volets. Donc, le premier volet, je vais parler un peu de ce qui se passe présentement avec la transplantation cellulaire, donc la thérapie par remplacement cellulaire avec les cellules souches. Puis, dans un deuxième volet, je vais parler de, en fait, plus mes recherches, donc les recherches qu'on fait dans mon laboratoire, qui sont aussi avec des cellules souches, puis, disons, une version 2.0 des cellules souches, mais qui visent d'autres applications médicales pour traiter la maladie de Parkinson. Donc, sans plus tarder, je démarre. Et en passant, si vous voulez avoir accès à la présentation, donc en format PDF, je pourrais la rendre disponible aussi, pas de problème, peut-être juste le mentionner dans le chat ou quelque chose comme ça. Donc, pour débuter, je vais juste vous faire un petit résumé de mon parcours. Donc, j'ai fait mon doctorat, donc mes études gratuites à l'Université Laval, à Québec, où en fait, je travaillais déjà sur la maladie de Parkinson. Je travaillais avec des modèles animaux, donc des modèles de souris. Et ma thèse, en fait, visait à étudier le rôle de certaines composantes de l'inflammation dans les mécanismes de la maladie. Donc, par la suite, donc en 2013, je suis déménagée à Cambridge pour faire un premier postdoc. Donc, Cambridge, je suis allée faire un postdoc avec Roger Barker, en fait, qui est un neurologue qui mène en fait l'étude clinique Transeuro, qui est l'étude clinique de transplantation européenne qui est encore active aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui va me permettre aujourd'hui de vous parler un peu d'une certaine mise à jour de ce qui se passe. Puis par la suite, je suis allée faire un deuxième postdoc à Lund. Donc, Lund, c'est une petite ville en Suède. Et c'est là, en fait, que toute la portion européenne, disons, qui travaille pour développer les cellules souches pour la transplantation dans la maladie de Parkinson, c'est un peu le berceau de ça. Donc, je suis allée faire un postdoc avec Marlene Palmer, qui est le laboratoire qui travaille là-dessus. Donc, encore une fois, ça me place dans une bonne position aujourd'hui pour vous mettre au fait de ce qui se passe avec ces études cliniques-là qui sont en préparation. Donc, pour faire une petite introduction sur la thérapie par remplacement cellulaire, donc, certains d'entre vous seront déjà au courant, mais la maladie de Parkinson est une maladie particulière dans le sens que c'est une maladie neurodégénérescente. Donc, ça veut dire qu'on a une perte de neurones, donc une population de neurones au cerveau qui dégénèrent. Et ces neurones-là, ce sont les neurones dopaminergiques, qui sont dans un petit noyau qu'on appelle la substance noire. Et ces neurones-là, en fait, ils projettent, donc ils sécrètent de la dopamine dans une autre structure du cerveau. Puis c'est ce phénomène-là de sécrétion de dopamine qui fait qu'on peut générer des mouvements volontaires. Et donc, dans les années 70 déjà, il y a des neurologues à Lund, donc en Suède, qui ont eu l'idée, en fait, de si on remplaçait, en fait, les neurones dopaminergiques perdus dans la maladie, donc finalement, on en transplantait des nouveaux dans le cerveau, est-ce qu'on pourrait récupérer cette perte de fonction motrice que les patients ont quand ils ont la maladie de Parkinson? Donc, ce qu'ils ont fait, puis ça a duré dans des années 70, puis encore aujourd'hui, ça se fait présentement en études cliniques, c'est de disséquer en fait une petite partie dans un fœtus avorté, donc un fœtus humain. Donc, la petite partie, en fait, où les neurones dopaminergiques se développent. Donc, on peut récupérer, en fait, les cellules en suspension de ce petit morceau de tissu-là. Et ensuite, on peut le greffer dans, en fait, la partie où on n'a plus la dopamine. Donc, je reviens ici, donc, parce que je montre deux coupes différentes de cerveau. Donc, on peut mettre ici les cellules, les greffer vraiment pour la relâche de dopamine et pour que les fonctions motrices puissent récupérer. Donc, c'est le concept globalement de la transplantation cellulaire pour la maladie de Parkinson. Et en fait, il y a eu plusieurs études cliniques qui ont été faites dès les années 80
Puis les plus vieilles études cliniques ont été en fait celles qui ont eu le plus de succès. Donc, ils se sont passées à Lund. Et assez récemment, les groupes qui ont transplanté à Lund ont eu accès à du tissu. Donc, certains patients sont décédés et ils ont pu regarder justement l'état de la greffe dans le cerveau du patient. Donc, ici, ce que je vous montre, c'est des coupes de cerveau d'un patient, donc une autopsie d'un patient qui a été transplanté il y avait de cela 24 ans. Donc, et ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est que le patient a été transplanté de niveau unilatéralement, donc d'un seul côté. Ce qui veut dire que, donc ici, on voit en brun, c'est un marquage qui montre la dopamine. Donc, du côté non transplanté, on voit qu'il n'y a vraiment plus aucune dopamine. Ça fait longtemps que la personne avait le Parkinson. Donc, il n'y avait vraiment plus aucune production de dopamine. Alors que du côté transplanté, vous voyez ici en brun, sur plusieurs coupes là, donc, de cerveau, que en fait, le transplant était bien en vie et en fait produisait de la dopamine. Puis on voit même ici sur donc, des coupes au microscope, donc à plus fort grossissement, on peut voir que les neurones, en fait, sont vraiment en santé. Puis en fait, le patient a quand même eu un recouvrement moteur assez important pour assez longtemps durant le restant de sa vie, donc après la greffe. Donc ça, c'est vraiment un des cas qui a eu beaucoup de succès avec les greffes de tissu fœtal dopaminergique. D'autres cas aussi ont montré, donc, en fait, que même certains patients allaient tellement bien qu'il était possible de vraiment arrêter la médication dopaminergique après, donc ici, vous voyez, c'est en années. Donc, après environ 7 ans après la greffe, donc les patients n'avaient plus besoin de thérapie par remplacement dopaminergique. Et ça, en fait, je vous montre quelques exemples de cas qui ont bien réagi à la greffe. Mais si on met ensemble toutes les études qui ont été faites avec des greffes de tissu fœtal, il y a un peu plus d'une centaine de patients qui ont été transplantés jusqu'à maintenant. Puis ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'il y a environ le tiers du patient qui ont eu des effets bénéfiques au niveau de leurs symptômes moteurs. Donc, ça nous dit en fait que la thérapie par remplacement cellulaire, le concept de cette thérapie-là peut fonctionner, mais qu'en fait, il y a 2 tiers des patients qui n'ont pas vraiment, soit il y a eu un rejet de greffe, soit qu'ils n'ont pas eu de bénéfice au niveau de leurs symptômes moteurs. Donc, c'est pour ça que l'étude clinique Transeuro est née, en fait, au début des années 2000, après que des études cliniques, 2 grosses études cliniques aux États-Unis aient échoué, donc ont eu des données négatives, c'est-à-dire que les patients n'avaient pas eu de bénéfice. Donc, ce que Transeuro a fait, donc mené par mon ancien superviseur Roger Barker, c'est qu'ils se sont regroupés une série de centres en Europe et de gens qui croyaient encore que la transplantation était une avenue qui serait bénéfique pour les patients qui ont le Parkinson. Et ils se sont mis à étudier, en fait, tous les patients qui ont été transplantés jusqu'à maintenant et de voir quels patients, en fait, avaient bénéficié de la thérapie et qu'est-ce que ces patients-là avaient de particulier. Ça leur a permis de raffiner un peu les critères de sélection de la nouvelle cohorte de patients. Donc, en fait, le but ici était d'identifier le tiers des patients qui avaient eu un résultat bénéfique et en fait, de réussir à savoir qu'est-ce qu'il y avait en commun pour pouvoir mieux cibler, en fait, à qui s'adresse cette thérapie-là. Donc, la conclusion à laquelle ils en sont venus, c'est que c'était les patients qui étaient un peu plus jeunes, donc qui avaient moins de 65 ans, qui semblaient être ceux les plus susceptibles de bénéficier de la thérapie. C'était également les patients qui avaient eu leur diagnostic à l'intérieur de 10 ans, donc des patients que ça faisait pas très longtemps qu'ils avaient la maladie. Et ils se sont également rendus compte que les patients qui avaient déjà des dyskinésies à cause de leur médication, donc la levodopa, étaient susceptibles de développer des dyskinésies aussi qui étaient induites par les greffes. Donc, en fait, ces patients-là ont été exclus de l'étude Transeuro. Donc,
En fait, dans cette étude-là, initialement, donc, il comptait transplanter 20 patients avec des greffes fétales. Et il y avait un groupe d'observation, donc un groupe de 110 patients où on étudiait seulement la progression de la maladie, donc si on veut une cohorte contrôle, et 20 patients qui n'étaient pas transplantés, mais qui allaient avoir des tests un peu plus poussés, donc des tests d'imagerie, pour vraiment être capable de comparer, avoir un comparatif pour les patients transplantés versus les patients non transplantés. Donc, cette étude-là, en fait, initialement, elle était prévue de durer 7 ans. Donc, elle était prévue de se terminer en 2016. Aujourd'hui, on est en 2021 et on n'a toujours pas les résultats. Là, en fait, il y a plusieurs raisons pour ça, mais c'est qu'en fait, tout a été vraiment étudié et raffiné en termes de préparation de tissu. Donc, on se rappelle qu'il faut aller dans les cliniques d'avortement pour disséquer le tissu. En termes de techniques de chirurgie, etc. Et le dernier aspect qui fait que cette étude-là est si longue, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des études cliniques, en fait, avaient arrêté au bout d'un an et regardaient si les patients avaient eu des bénéfices ou pas. Mais en fait, là, on parle d'une thérapie qui vise vraiment à reconstruire complètement la circuiterie du cerveau. Si on pense à notre cerveau, donc, quand on naît, notre cerveau est encore très immature. Puis, on a une maturation au niveau des neurones qui se fait jusqu'au début de la vingtaine. Donc, dans un sens, c'est un peu utopique de penser qu'un an serait suffisant pour complètement réparer une circuiterie qui est perdue. Donc, c'est pour ça que pour Transeuro, ils ont décidé, en fait, de regarder si les patients avaient eu un bénéfice au bout de 3 ans. Et en fait, les derniers patients qui ont été transplantés, je l'ai ici sur le tableau, étaient en 2018. Donc, on peut s'attendre cette année, donc, d'avoir les résultats, peut-être au début de l'année prochaine, le temps que les analyses se fassent, etc. Donc, c'est à suivre pour Transeuro, mais il y a quelque chose de très important, en fait, qu'il faut mentionner par rapport à cette étude-là. C'est que si vous regardez, en fait, donc j'ai mentionné au début qu'il y avait 20 patients qui étaient supposés être transplantés. En réalité, il y a eu 11 patients qui ont été transplantés. Et seulement à 2 sites européens, donc Cambridge et Lund. Et les autres sites, donc il y a eu trop de problèmes techniques pour que les autres sites puissent finalement participer. Et on regarde ici, donc, la première ligne ici du tableau, c'est le nombre de salles chirurgicales, de chirurgie qui ont été réservées pour des chirurgies de transplantation. En fait, il y en avait 128 au total et le nombre de cancellations était de 107. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment eu plusieurs cancellations. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que ça a été si long aussi de démarrer l'étude, en fait, de transplanter le premier patient. Mais en fait, de ces 107 cancellations-là, 87 étaient dues au fait qu'on n'avait pas assez de tissu. Parce qu'en fait, selon les règlements de Transeuro, on a estimé que pour avoir assez de neurones dopaminergiques pour favoriser une reconstruction de la circuiterie, il fallait 3 fœtus mis ensemble, donc pour obtenir 100 000 neurones dopaminergiques. Donc, la fenêtre de temps pour obtenir ces 3 fœtus-là dans les cliniques d'avortement était de 4 jours. Donc, après 4 jours, le tissu n'est plus viable, donc il ne donnera pas le rendement dopaminergique qu'on souhaite dans le cerveau. Donc, c'est ce qui fait en sorte que la plupart des chirurgies ont été en fait annulées par manque de tissu. Et en fait, c'est pour ça que Transeuro est une super étude clinique, en fait, pour vraiment valider que c'est une certaine population de gens qui ont le Parkinson qui peuvent bénéficier, qui pourront bénéficier de cette thérapie-là. Mais même si ça s'avère positif comme étude, Transeuro ne deviendra jamais, c'est-à-dire la transplantation de tissu fœtal ne deviendra jamais une thérapie qui va pouvoir être offerte à tous les jours dans nos hôpitaux. Donc, premièrement, dépendamment dans quel pays on vit, ben, c'est pas l'avortement n'est pas nécessairement légal. Ensuite,
faut être dans un très gros centre pour avoir 3 personnes qui vont se faire avorter à l'intérieur de 4 jours, puis que le tissu est viable, etc. Donc, c'est ce qui m'amène ici à parler des cellules souches, parce qu'on croit vraiment que les cellules souches vont venir pallier aux problèmes, au manque de tissu, puis aux problèmes de logistique qui sont associés à les tissus qui sont pris dans les cliniques d'avortement. Donc, tout d'abord, je vais débuter par expliquer c'est quoi une cellule souche. Donc, quand on parle de cellules souches pour la maladie de Parkinson, on parle de cellules souches pluripotentes. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc, pour vous donner un bref aperçu de l'embryogenèse, en fait, quand le spermatozoïde rentre dans l'ovule, il va se produire un zygote et le zygote va se multiplier. Donc, on parle ici de cellules. Ils vont se multiplier en blastocytes. Donc, la terminologie ici n'est pas importante, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on parle de différentes étapes du développement. Et donc, le blastocyte va se différencier, donc en différentes couches, pour former nos différents tissus dans le corps. Et finalement, former un fœtus qui va se développer, donc maturer et devenir éventuellement un adulte. Donc, quand on parle de cellules souches embryonnaires, ce sont les cellules qui sont à l'intérieur ici du blastocyte. Et la particularité de ces cellules-là, en fait, c'est qu'elles ont le potentiel de devenir n'importe quel organe, n'importe quelle cellule de notre corps. C'est vraiment l'origine de tous nos organes dans le corps. Donc, on peut penser si elles ont le potentiel de devenir n'importe quoi, bien, elles ont également le potentiel de devenir un neurone dopaminergique, donc ce qu'on a besoin pour traiter la maladie de Parkinson. Une autre particularité des cellules souches, c'est qu'elles ont un potentiel d'auto-renouvellement infini, ce qui veut dire qu'elles prolifèrent, donc elles se multiplient, et c'est illimité. Donc, la quantité de cellules qu'on peut utiliser est virtuellement illimitée. Donc, ça contraste beaucoup avec le tissu fœtal qu'on prenait ici à cette étape-ci, où il nous fallait vraiment un fœtus en développement pour pouvoir accéder à la thérapie. Et voilà, environ 15 ans, il y a une équipe japonaise, en fait, qui a découvert qu'on pouvait soit prendre une biopsie de peau, soit prendre un échantillon sanguin et en fait convertir les cellules qui est contenues dans cet échantillon-là en cellules souches pluripotentes. Donc, ça nous donne deux façons d'obtenir des cellules souches, soit dans un embryon ou soit directement dans la peau, dans des cellules de sang de patient. Donc, alors qu'autrefois, on avait seulement le tissu d'avortement disponible pour tester la thérapie par remplacement cellulaire, maintenant, on a la possibilité, en fait, de générer des cellules progénitrices dopaminergiques, donc des neurones dopaminergiques immatures en laboratoire, donc en quantité illimitée, pour pouvoir transplanter dans le cerveau de gens qui ont le Parkinson. Et en fait, ça a beaucoup d'avantages parce que, donc comme j'ai dit, c'est vraiment virtuellement une production qui est illimitée. Donc, on peut vraiment différencier, partir d'une cellule souche et d'en faire des millions et des millions de progéniteurs dopaminergiques. Mais une autre chose qui est un avantage, contrairement au tissu fœtal, c'est qu'on peut mettre en banque, donc congeler ces cellules-là, les mettre en banque, ce qui fait en sorte qu'on peut s'imaginer donc distribuer ces viales-là, en fait, qui contiennent les cellules dans les hôpitaux, dans les différents centres où les chirurgies de transplantation pourraient se faire un peu partout au Canada, un peu partout dans le monde. Et en fait, le neurochirurgien pourrait décongeler le tube contenant les cellules et directement le transplanter dans le patient. Donc, ça serait vraiment quelque chose qui effacerait tous les problèmes de logistique qu'on a présentement avec la thérapie par transplantation cellulaire. Puis comme les cellules ont le potentiel
de provenir directement du patient. Donc, on peut s'imaginer que, en fait, ça éviterait tout rejet de greffe parce qu'en fait, ça serait une greffe à soi de soi, si on veut. Donc, notre système immunitaire ne reconnaîtrait pas la greffe comme un corps étrange. Donc, c'est un autre avantage qui est possible avec les cellules souches. Par contre, je ne veux pas vendre cette thérapie-là comme quelque chose qui n'a aucun risque. Donc, parce que, comme j'ai mentionné, les cellules peuvent se multiplier de façon illimitée quand ils sont au stade de cellules souches, il y a un gros risque de formation de tumeurs. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut faire des tests précliniques assez élaborés, en fait, pour s'assurer que notre différenciation des cellules souches en cellules dopaminergiques est bien faite. Parce que une fois en cellule dopaminergique, les cellules prolifèrent plus, puis il n'y aura plus de risque de tumeur. Mais si ce processus-là n'est pas bien fait, il reste toujours un certain risque. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on met autant de temps, en fait, à se faire approuver cette thérapie-là. Donc, les premières études cliniques prennent environ en moyenne 10 ans à se faire approuver le produit cellulaire, en fait. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il est sécuritaire. Donc, pour vous donner une petite idée de ce qui s'est passé dans les 20-23 dernières années. Donc, la première dérivation des cellules souches embryonnaires humaines a été faite en 98. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on est capable de travailler en laboratoire avec des cellules souches embryonnaires humaines. Donc, ça a pris un autre à peu près 10 ans avant. En fait, ça a pris un autre 13 ans, en fait, avant d'être capable de vraiment générer des neurones dopaminergiques en laboratoire. Parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, il faut vraiment comprendre de façon étape par étape le développement. Qu'est-ce qui se passe dans un fœtus, en fait, pour que le fœtus, les cellules souches se différencient en progéniteurs dopaminergiques. Donc, ça, c'est des études qui ont été faites. Puis plus on s'est mis à comprendre ce processus-là, plus on a été capable de le reproduire en laboratoire. Donc, c'est à peu près en 2011 que deux groupes, donc, dont un groupe où j'ai fait mon deuxième postdoc, ont été capables de générer ces neurones dopaminergiques-là, qui étaient virtuellement très, très semblables à ce qu'on retrouve, en fait, chez le fœtus humain. Et donc, une fois que tout le monde était satisfait de leur produit cellulaire, entre guillemets, c'est là que les études précliniques ont commencé, en fait. Donc, quand on parle d'études précliniques, on parle de tester dans des centaines et des centaines d'animaux qu'il n'y a pas de formation de tumeur, etc., etc. C'est très, 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 très complexe comme processus. Puis, en fait, le groupe japonais a réussi à se faire approuver au Japon leur produit cellulaire, donc vers 2017. Et ils ont transplanté leur premier patient en 2018 déjà. Donc, je vais vous parler en fait de la prochaine slide un peu de l'étude qu'ils sont en train de faire. Puis, on a eu une bonne nouvelle, là, seulement 3 semaines en fait. Le groupe à New York, donc la compagnie Blue Rock, vient de se faire approuver par la FDA leur produit cellulaire également. Donc, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur leur étude clinique, puis ils vont être capables, en fait, de la commencer, j'imagine, dans les prochains mois, parce que c'était vraiment l'étape limitante présentement de se faire approuver leurs cellules pour pouvoir les transplanter dans les patients. Donc, en termes de l'étude clinique qui se passe présentement au Japon, donc à Kyoto, c'est vraiment une petite étude, donc 7 patients qui ont été transplantés. L'étude, en fait, a été retardée à cause de la COVID. Donc, on ne se le cachera pas, pratiquement toutes les études cliniques ont été retardées en 2020 à cause de la COVID. Donc, mais je crois, selon la mise à jour que j'ai eue dernièrement, je crois que tous les patients ont pu être transplantés et qu'il n'y a rien de dangereux à reporter jusqu'à maintenant. Donc, cette étude-là est une petite étude, c'est vraiment juste pour regarder que les cellules sont sécuritaires et que l'approche est sécuritaire. Et donc, puis on va regarder bien sûr si c'est efficace ou pas, mais avec un si petit groupe
que ça va être difficile de tirer des conclusions. Donc, la prochaine étape va être de faire des plus grosses études, mieux contrôlées, etc. Mais c'est quand même une étape importante qui a été franchie avec les premiers patients transplantés à partir de cellules souches dérivées de la peau, en fait. Donc, cette partie-là est à suivre. Donc, j'embarque en fait maintenant sur les autres utilisations des cellules souches parce que, bon, les études cliniques sont en cours pour la transplantation cellulaire. Donc, malheureusement, il faut être patient, il faut attendre. Mais je pense qu'on est tous très positifs. On a tous beaucoup d'espoir que c'est vraiment la façon dont on va pouvoir utiliser en fait des progéniteurs dopaminergiques pour traiter la maladie de Parkinson. Donc, je poursuis avec les autres utilisations. Donc, outre la transplantation, donc outre l'implantation des cellules dopaminergiques dans le cerveau de patients parkinsoniens, ben, comme maintenant on peut en fait générer des cellules souches à partir de peau ou de sang des patients, ça nous permet de faire autre chose en fait en laboratoire. Donc, on parle ici, par exemple, de faire de la modélisation de la maladie. Donc, générer des neurones du cerveau en pétri, puisqu'on n'a pas accès au cerveau des patients pour étudier les cellules qui sont en vie. Donc, ça nous permet d'étudier les mécanismes de la maladie. Donc, pourquoi c'est important? Bien, en fait, si on comprend pourquoi les neurones dopaminergiques meurent dans la maladie, bien, ça nous donne des pistes pour savoir quoi cibler, en fait, pour prévenir cette mort neuronale. D'autres applications qui peuvent être développées avec des cellules dérivées de patients, en fait, c'est faire du criblage pharmacologique, donc découvrir des nouvelles molécules thérapeutiques et éventuellement, possiblement faire des tests de toxicité aussi dans les cellules. Donc, en fait, pourquoi est-ce si révolutionnaire d'avoir accès à des cellules souches dérivées de patients? En fait, auparavant, donc avant que cette technologie-là soit développée en 2007, on avait seulement accès à des modèles animaux vraiment pour étudier la maladie. Puis, je l'ai mentionné, j'ai fait mon doctorat avec des modèles animaux, donc ils peuvent être très utiles, mais historiquement, ils sont de très mauvais prédicteurs de ce qui va se passer chez le patient en études cliniques, et spécifiquement pour la maladie de Parkinson. Une des raisons derrière ça, c'est en fait que les animaux, et surtout les rongeurs, ne peuvent pas récapituler en fait la progression de la maladie qui se fait vraiment sur des décennies. Donc, la moyenne d'âge pour développer la maladie de Parkinson est d'environ 65 ans. Une souris vit au plus 2 ans de temps. Donc, cette progression-là n'est vraiment pas reflétée quand on observe des souris qu'on a rendues, entre guillemets, parkinsoniennes. Un deuxième aspect qui semble évident, mais disons que ça nous a pris du temps à vraiment se rendre à l'évidence que comme les souris ne sont pas humaines, il y a plusieurs mécanismes qu'on pense qui sont pertinents pour la maladie que finalement, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça qui se passe dans des cellules humaines. Donc, une autre façon d'étudier la maladie, c'est avec des autopsies de cerveau, donc des tranches de cerveau de gens qui sont décédés, qui avaient le Parkinson. Les limitations de cette approche-là, en fait, c'est que c'est vraiment des études purement d'observation. Donc, comme les cellules ne sont pas vivantes, on peut vraiment juste observer ce qu'on voit, puis souvent, c'est peut-être une étape plus tardive de la maladie, en fait. Donc, c'est un peu difficile, en fait, d'extrapoler comment la maladie a progressé avec simplement des tranches de cerveau. Donc, c'est pour ça que les cellules souches ont vraiment révolutionné nos travaux, nos recherches, en fait, sur la maladie de Parkinson, parce qu'ils sont d'origine humaine, peuvent être spécifiques à chaque patient, puis ils permettent des études mécanistiques. Mais encore une fois, il y a quand même des désavantages avec les cellules souches. Donc, quand je vous ai montré un peu les différentes étapes d'embryogenèse,
on parlait vraiment d'un stade développemental. Et donc, quand on génère des cellules souches à partir d'une biopsie de peau d'un patient, on rajeunit complètement la cellule. Et en fait, ça, c'est un problème parce que le facteur de risque le plus important pour développer la maladie de Parkinson, c'est l'âge. Donc, il faut être d'un certain âge pour développer la maladie. On ne la développera pas à l'enfance. Donc, le fait d'avoir des neurones jeunes en pétri peut être un problème et s'avère être un problème, en fait, quand on essaie d'étudier la maladie. Donc, ça m'amène à parler d'une technologie que j'ai contribué à développer quand j'étais à Cambridge et à Lund et qu'on continue à développer encore dans le laboratoire à Montréal, c'est la reprogrammation neuronale directe. Donc, l'idée derrière ça, c'est s'éviter l'étape de cellules souches, en fait. Donc, de partir d'une biopsie de peau et de transformer complètement les cellules de peau en neurones. Et cette conversion directe qu'on appelle a l'avantage de maintenir la signature associée à l'âge. Donc, on a vraiment empêtré pour la première fois des neurones qui ont le même âge que le donneur. Donc, si le donneur a 80 ans, on peut enfin étudier les neurones qui vont avoir 80 ans et que ça va être probablement vont montrer des aspects hyper importants pour la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que auparavant, avec les cellules souches, on pouvait quand même les utiliser pour étudier les formes familiales de la maladie. Donc les formes qu'on dit monogéniques, qui ont une mutation dans un gène qui fait en sorte qu'on va développer la maladie tôt ou tard. Donc on ne sait pas à quel âge, mais si on vit assez vieux, on va développer le Parkinson. Mais en fait, quand on regarde mon graphique en pointe de tarte ici, la plupart, donc 90 à 95 de la population parkinsonienne n'ont pas une forme familiale, en fait. On n'a aucune idée pourquoi ces gens-là ont développé la maladie. Et comme on ne connaît pas les causes, on ne connaît pas une mutation dans un gène, c'est très, très difficile à modéliser et donc à comprendre. Donc, enfin, pour la première fois, on a quelque chose que tous les patients ont en commun, donc des neurones d'un certain âge. Donc ça nous permet d'avoir un nouveau modèle pour étudier les formes qu'on appelle idiopathiques de la maladie, les formes pour lesquelles ça ne vient pas de notre famille, ce n'est pas une cause génétique claire. Donc, pour donner un peu plus de détails sur comment on réussit à convertir de la peau en neurones, en fait, ça a l'aide de vecteurs lentiviraux. Donc, je ne rentrerai pas dans tous les détails de ça, mais en fait, on force l'expression de gènes neuronaux dans les cellules de peau, ce qui fait en sorte qu'on convertit les cellules très, très rapidement. Donc, en fait, en déjà 3 semaines, même si vous n'avez jamais vu une cellule de peau de votre vie, ou vous n'avez jamais vu une cellule de cerveau de votre vie, je pense que vous êtes capable d'apprécier ici que, donc au jour 0, ici, on voit les cellules de peau empêtrées. Et au jour 22, on voit le changement morphologique des cellules, donc le changement de la forme des cellules. Et c'est reflété aussi un peu dans le schéma ici. Donc, un changement drastique de la cellule qui devient un neurone. Et en fait, avec cette technologie qu'on a développée, on a validé qu'on était capable de transformer des cellules de peau de donneurs sains, de donneurs qui ont le Parkinson, de donneurs Alzheimer, de donneurs Huntington, en cellules de cerveau pour enfin pouvoir étudier les mécanismes associés à ces différentes maladies-là dans les neurones congénères de façon artificielle en pétri. Donc, c'est là-dessus que je base mes recherches dans mon laboratoire. Donc, ça fait environ 2 ans et demi maintenant que j'ai mon laboratoire à l'Université de Montréal. Donc, on est vraiment sur le campus, donc sur le Mont-Royal. Je vous ai encerclé ici le coin du building Jean Coutu où on a une belle vue en fait sur le cimetière et on a également une belle vue sur l'oratoire Saint-Joseph. Donc, ça ne paraît pas qu'on est en ville, c'est quand même un environnement agréable à travailler. Et dans mon groupe, on s'intéresse, disons, à 2 principales questions. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on essaie
d'amener avec notre nouveau modèle. Donc, premièrement, on veut créer un modèle qui permet de maintenir la signature associée au vieillissement. Donc, pourquoi c'est si important? C'est que, je l'ai mentionné, l'âge est le facteur de risque le plus important pour développer la maladie. Donc, d'avoir enfin un modèle qui permet d'étudier ça, c'est quelque chose de très, très important. Et aussi, il existe, non, ça j'ai mentionné, donc, en fait, ça va nous permettre de comprendre le vieillissement cellulaire, puis, en fait, ouvrir des nouvelles pistes qui vont nous permettre de découvrir des nouvelles cibles thérapeutiques qu'on n'avait pas, en fait, les outils auparavant pour savoir à quel point c'était important, telle ou telle piste thérapeutique, en fait. Puis, en deuxième lieu, on travaille à comprendre la diversité des maladies de Parkinson à un niveau moléculaire. Puis ici, j'ai bien dit des maladies de Parkinson, c'est pas une faute. C'est qu'en fait, on se rend compte que quand on parle des cas qui ne sont pas des formes familiales, on a une présentation clinique très, très hétérogène. Donc, chaque patient est c'est un peu du cas par cas. Donc, que ce soit au niveau des symptômes, que ce soit au niveau de la progression de la maladie. Donc, certains ont une progression très, très rapide, d'autres vont avoir une progression beaucoup plus lente. Donc, pourquoi, en fait? Donc, on comprend mal, puis on n'est pas capable de prédire lors du diagnostic comment le patient va progresser. Certains patients répondent bien à la thérapie dopaminergique par remplacement dopaminergique. Certains patients vont pas répondre du tout. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est important de pouvoir prédire. C'est quelque chose qui va aider à améliorer les thérapies pour chacun. Donc, en fait, on croit qu'avec notre nouveau modèle, ben, c'est des pistes d'information qu'on va pouvoir apporter. Donc, ça va nous permettre, en fait, de développer donc, dans un avenir plus ou moins lointain, en fait, la médecine personnalisée où quelqu'un arriverait chez le neurologue, puis on saurait classifier la maladie, pouvoir prédire, en fait, quelle serait la meilleure stratégie de thérapie pour le type spécifique de Parkinson que cette personne-là a, en fait. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ce genre j'ai parlé de stratification, donc ce genre de sous-groupement, sous-groupage des différentes formes de maladies. Donc, classiquement, ça se produit en clinique présentement. Donc, il y a beaucoup de recherches cliniques, en fait, qui visent à regarder justement les symptômes, la réponse à la médication, la progression des différentes personnes et, en fait, d'essayer de les sous-grouper en différents groupes. Donc, ça, c'est une façon qui se fait depuis longtemps en clinique. On n'a pas encore beaucoup de succès. Je crois qu'on n'a peut-être pas assez d'informations, en fait, pour être capable de vraiment déterminer qu'est-ce qui constitue un sous-type de Parkinson. Donc, l'approche que nous et d'autres laboratoires dans le monde sont en train de développer, en fait, c'est plus une stratification basée sur le moléculaire, donc ce qu'on voit dans le neurone en laboratoire. Donc, en fait, l'idée, c'est de reprendre le même concept de sous-groupe, mais d'après la signature de Parkinson qu'on voit dans les neurones, qu'on génère de patients en laboratoire. Donc, cette stratification moléculaire-là, en fait, à quoi qu'elle va servir dans, disons, le moyen terme. Donc, le plus rapidement, ce qu'on va être capable de faire avec ça, c'est de raffiner la sélection des patients pour les études cliniques. Donc, présentement, on a beaucoup de candidats pharmacologiques, donc de médicaments qui fonctionnent bien dans les modèles animaux en préclinique, que tout porte à croire qui apporterait un bénéfice pour les patients. Et finalement, ça échoue en clinique. Sauf que ce qui se passe potentiellement, c'est que si, je vous donne un exemple, j'ai une drogue, donc un médicament qui cible la mitochondrie. Donc, la mitochondrie, en fait, c'est le poumon, si on veut, de la cellule. Puis on sait que ce petit organelle-là est défectueux dans certains cas de forme familiale de la maladie.
Mais la question, c'est est-ce que c'est le cas pour toutes les formes de Parkinson ou pas? Donc, imaginez-vous que le groupe bleu ici a des défauts mitochondriaux, puis qui réagirait bien, en fait, à un médicament mitochondrial. Mais mon étude clinique, je l'ai faite, en fait, avec tous ces gens-là ici, tout le groupe gris. Donc, mon groupe bleu ici, qui est représenté, peut-être le tiers des gens qui ont participé à l'étude, ben, leur effet bénéfique va être dilué complètement parce que la majorité, en fait, n'ont pas eu de bénéfice. Donc, en faisant ces tests-là de stratification moléculaire, ben, je pourrais déjà cibler mon groupe bleu et dire, ben, moi, je fais mon étude seulement avec ces patients-là. Et donc là, on augmente beaucoup nos chances d'avoir un effet bénéfique sur les symptômes des patients parce que ça va être beaucoup plus ciblé. Donc, quand on va être capable de mieux comprendre ça, ben, à plus long terme, c'est là qu'on va pouvoir s'en aller vraiment vers une médecine personnalisée où dès le diagnostic, on peut classifier la personne vert, bleu, rouge, par exemple, et pouvoir vraiment diriger la stratégie thérapeutique par rapport au sous-type de Parkinson. Donc, comment on peut y arriver à ça? Donc là, on est vraiment au stade, au départ. C'est quelque chose qu'on a commencé il y a 3 ans environ. Donc, juste pour vous montrer où on en est déjà avec ça. Donc, la première étape était de générer des neurones dopaminergiques à partir de cellules de la peau. Parce que je vous ai montré tantôt qu'on pouvait générer des neurones, mais pour le Parkinson, il faut qu'on génère spécifiquement des neurones dopaminergiques. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé quelques années. Et en fait, on réussit maintenant à avoir des neurones dopaminergiques qui expriment vraiment tout ce qu'on attend en fait d'un neurone dopaminergique et qui communique de façon électrique comme un neurone dopaminergique. Donc ça, en fait, ça nous a permis de recruter des patients et des contrôles pour tester si on était capable de voir les signes associés au Parkinson. Donc, on a recruté pour cette première étude-là 18 personnes qui avaient le Parkinson de forme idiopathique. Donc, on ne connaît pas les causes de leur maladie et 10 contrôles qui sont pairés, entre autres, pour l'âge. Donc, la troisième étape est de regarder, en fait, est-ce qu'on est capable de détecter les signes associés au Parkinson dans nos cellules qu'on génère? Parce que si on ne voit aucun signe, en fait, notre modèle va servir à rien. Donc, j'ai mentionné que, bon, un des signes principaux du Parkinson, c'est la perte des neurones dopaminergiques. Le deuxième signe pathologique qui est important, c'est l'accumulation d'une protéine qui change sa conformation, qui devient un peu toxique dans la maladie, puis qui s'accumule en fait en ce qu'on appelle des corps de Lewis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir dans nos cellules qu'on génère à partir de patients parkinsoniens et de gens qui n'ont pas le Parkinson, si on était capable de détecter cette accumulation de la protéine pathologique alpha-synucléine. Donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que donc, dans le Parkinson, on soupçonne qu'il y a un problème de dégradation des protéines dans le neurone plus âgé. Donc, on est allé jouer avec ce système de dégradation des protéines-là en le bloquant complètement. Donc, en stressant un peu la cellule pour un peu répliquer l'environnement qu'on soupçonne qui se produit dans le cerveau. Et en fait, quand on fait ça, on se rend compte qu'on a une accumulation de la forme pathologique de la protéine alpha-synucléine seulement dans les neurones qui sont dérivés des patients parkinsoniens. Donc, les neurones de gens qui ont le même âge, mais qui n'ont pas le Parkinson, en fait, n'ont pas montré cette accumulation-là de la protéine pathologique du Parkinson. Donc, déjà, ça vient nous montrer que notre modèle est pertinent pour étudier le Parkinson parce que oui, on est capable de cibler les gens, en fait, qui ont le Parkinson. Donc, on voit des signes dans leurs neurones. La quatrième étape qu'on a faite, c'est de valider que c'est bel et bien associé à l'âge. Donc, que notre modèle, en maintenant la signature associée à l'âge, nous donne des informations supplémentaires. Donc, je vous rappelle que quand on part d'une cellule de peau, qu'on crée une cellule souche et ensuite un jeune neurone, on ne voit pas nécessairement ce genre de signes pathologiques-là. Donc, en fait,
hypothétiquement, on ne devrait pas voir ce signe pathologique-là, alors que si on convertit directement la cellule de peau en neurone, et si c'est associé à l'âge, on devrait voir cette signature-là. Donc, c'est ce qu'on a fait, en fait. On a généré des neurones embryonnaires à partir des mêmes cellules de peau des patients. Puis, quand on répète encore la même chose, donc, est-ce qu'on voit l'accumulation de la protéine pathologique? En fait, on se rend compte qu'on voit absolument rien. Donc, cette forme pathologique de la protéine est complètement disparue dans le neurone qu'on a rajeuni. Donc, ça vient vraiment nous dire que l'âge y est pour quelque chose. Donc, c'est vraiment un modèle qui nous permet d'étudier l'effet de l'âge, en fait, sur le Parkinson. Puis, pour renforcer un peu le point par rapport à l'âge, donc, si on regarde, donc je vous rappelle, on avait 18 patients qui étaient âgés entre 57 et 87 ans. Donc, si on regarde l'accumulation, en fait, de ces signes pathologiques-là en fonction de l'âge, on se rend compte qu'il y a plus d'accumulation de ces signes dans les gens qui étaient plus âgés. Puis, on se rend compte également que les gens qui ont eu un diagnostic un peu plus tardif, donc vers 65, 70 ans, 75 ans, montrent également plus d'accumulation de la protéine dans les neurones qu'on génère. Donc là, il commence à se dessiner certains sous-groupes de la maladie, en fait, où les gens plus âgés, les gens qui ont un diagnostic plus tardif sans montrer un problème plus sévère de dégradation des protéines. Donc, c'est ce qui me ramène en fait à notre but initial qui était de faire une stratification, donc de sous-grouper les différents types de maladies par rapport à ce qu'on voit empêtré dans les neurones qu'on génère. Donc, cette étude-là est en cours, puis en fait, est au début, vraiment. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer pour pouvoir, découvrir des nouvelles cibles thérapeutiques potentiellement associées aux effets de l'âge. Deuxièmement, pouvoir avoir une meilleure sélection des patients pour les études cliniques. Donc ça, quand on va bien comprendre notre modèle, ça va être quelque chose qu'on va être capable de mettre en place. Et quand ça va être mis en place, la troisième étape, ça va être de développer la médecine personnalisée qu'on pourrait potentiellement offrir, en fait, vraiment en clinique chez le neurologue, en partenariat, en fait, avec les neurologues. Donc, je termine avec un portrait global de nos recherches, donc juste un petit schéma, parce qu'en fait, c'est une partie des recherches qu'on fait dans le laboratoire. Donc, on travaille avec des biopsies de peau pour étudier les mécanismes dans les neurones dopaminergiques, pour faire la découverte de cibles thérapeutiques, développer la médecine personnalisée. Donc ça, j'en ai parlé en long et en large. Un autre aspect qu'on travaille présentement, c'est que, des biopsies de peau, c'est quand même semi-invasif, donc c'est pas hyper agréable, ça nécessite une analgésie, etc. Et on sait que dans des échantillons d'urine, on peut aussi collecter des cellules qui seraient potentiellement une source qu'on pourrait utiliser pour les convertir en neurones. Puis on a commencé ça, puis on a des nouveaux résultats hyper intéressants en labo où on est capable, en fait, de convertir à partir d'échantillons d'urine, générer des neurones. Donc ça, c'est une avenue qui serait vraiment géniale parce que ça faciliterait, ça serait beaucoup plus pratique pour l'utilisation clinique qu'on veut faire de ces neurones-là. Un autre aspect qu'on utilise, qu'on s'intéresse beaucoup dans le laboratoire, c'est l'apport des autres cellules dans le cerveau à la dégénérescence des neurones. Les neurones dopaminergiques ne meurent pas par eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup d'autres cellules qui contribuent, mais on comprend très mal, en fait, c'est quoi les interactions entre les différentes cellules dans le cerveau. Donc, on veut générer, en fait, des autres types de cellules dans le cerveau pour étudier l'apport du système immunitaire, donc de l'inflammation dans la maladie de Parkinson, mais éventuellement générer vraiment un tissu du génie tissulaire en 3D. Donc, répliquer l'environnement du cerveau, donc un tissu cérébral âgé qui nous permettrait vraiment d'aller beaucoup plus
de façon beaucoup plus approfondie dans les mécanismes. Donc, c'est un peu l'autre branche des études qu'on fait présentement dans le laboratoire ou qu'on commence dans le laboratoire. Donc, je m'arrête ici. Je voudrais juste rapidement remercier donc, les organismes subventionnaires. Je veux mentionner que Parkinson Québec a été l'un des premiers à m'encourager, me subventionner quand je suis arrivée à Montréal. Donc, ça, je voudrais grandement les remercier. Et remercier également mon équipe qui grossit petit à petit. Et également mes collaborateurs donc, que j'ai mentionnés à Cambridge, Roger Barker et à Lund, Mullen Palmer. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Merci Janelle, c'est vraiment passionnant. Comme je suis le présentateur, je vais me donner le droit de poser mes questions d'abord. Je pense que certaines rejoindront beaucoup de personnes. Juste pour le bénéfice du doute, certains de nos auditeurs, je pense, sont anglophones et ont souligné l'aspect des IPS sales. Est-ce que tu peux nous en parler et dire à quel point c'est similaire ou différent de ce que tu fais? Oui, donc en fait, dans le laboratoire, on travaille beaucoup avec les iPSCs. Donc, iPSCs veut dire Induced Pluripotent Stem Cell. Donc, en fait, en français, c'est cellules souches pluripotentes induites. Donc, le petit I veut dire induite parce que c'est, en fait, la technologie que j'ai parlé quand je parle de prendre un échantillon de peau ou de sang de patients, puis les convertir en cellules souches, c'est ça, une iPSC. D'accord, donc c'est vraiment exactement la même chose. C'est virtuellement, on ne peut pas les distinguer des cellules souches embryonnaires. Ouais. Mais c'est bien tes travaux de recherche travaillent sur ça en fait. Sur ça et sur la reprogrammation directe, donc qui va Bien nous sûr. donner le neurone âgé. Ouais. Est-ce que, là, j'imagine que c'est la question la plus brûlante dans toute l'assistance, c'est quand est-ce que tu penses que ça peut avoir des retombées cliniques? Oui, bien ça, c'est toujours une question difficile à répondre hein, parce que ça ne dépend pas juste de notre motivation en tant que chercheur, ça dépend des organismes subventionnaires, ça dépend des ressources, etc. Nous, on a commencé ça fait 3 ans, on a quand même bien avancé. Est-ce qu'on est prêt à aller en clinique avec ça? Pas du tout. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, sans m'avancer trop, c'est pas quelque chose qui va se passer avant une dizaine d'années, c'est certain. Mais c'est sûr qu'on fait le plus vite qu'on peut. Mais donc, imaginons vos travaux de recherche se passent relativement bien. Ça prendrait combien de temps avant d'arriver sur les tablettes des pharmacies? Ben, en fait, ça ne serait pas nécessairement sur les tablettes des pharmacies. Donc, je pense que ce qui peut arriver rapidement, c'est donc la première technologie de reprogrammation qu'on a développée, que j'ai présentée brièvement, en fait, c'est quelque chose qu'on a breveté puis qui a été vendu à une compagnie. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur les intentions de la compagnie, mais en fait, c'est en partenariat avec l'industrie je pense qu'on va plus rapidement réussir à amener quelque chose directement aux patients. Donc, avec ce genre de partenariat et de ressources-là, c'est quelque chose qu'on peut peut-être développer plus rapidement. Donc, si je comprends bien, tu dis ça ne sera pas sur des tablettes de pharmacie. Éventuellement, ça devrait venir plutôt une implantation, comme une greffe finalement, Ben, en fait, directement dans le cerveau. non, en fait, ben, pour la deuxième partie de, de ma présentation, en fait, qui abordait plus mes recherches qu'on fait en laboratoire, comment j'entrevois ça, c'est que la personne a un diagnostic de la maladie du Parkinson, donne un échantillon d'urine. Mhm. Donc, probablement, ça ne sera pas nous à cette étape-là qui le fera. On va avoir délégué, mais par exemple, une compagnie pharmaceutique ramasse cet échantillon d'urine, extrait les cellules, les convertit en neurones, fait la batterie de tests qu'on aura standardisée et pourra donner le résultat à l'intérieur peut-être de 1 mois, 6 semaines pour dire, bon, voici ton sous-type de Parkinson, voici comment
la stratégie qu'on pense qui est plus appropriée par rapport à ce qu'on voit dans les cellules. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est pas comme l'étude qui est pour l'instant conduite au Japon, où on fait des greffes de neurones. C'est vraiment tes travaux travaillent essentiellement sur la stratification des différentes maladies, de Parkinson, c'est bien ça? Exactement. Puis en fait, quand j'étais à Lund, comme j'étais dans un laboratoire de transplantation, j'ai transplanté ces cellules-là dans le rat parkinsonien. Euh, Ils survivent pas bien, ces cellules-là, pour l'instant. C'est sûr que le premier essai n'est jamais nécessairement optimal. Mais une raison pourquoi je préconise les cellules souches pour la thérapie cellulaire et je préconise les neurones directement reprogrammés pour cette stratification moléculaire, c'est en fait que comme on rajeunit les cellules souches et que les signes pathologiques disparaissent, en fait, on s'assure un peu plus de ne pas transplanter des neurones malades, en fait. Donc, Exact, des OK. neurones parkinsoniens. Ouais, Donc, ouais, en ouais, fait, ouais. alors que quand on maintient la signature associée à l'âge, c'est ce qu'on veut, en fait. Nous, on veut les neurones qui expriment le Parkinson, entre guillemets, pour faire les tests qu'on veut faire. Mmh. C'est vraiment deux avenues différentes. Donc, une plus appropriée pour la médecine régénératrice et l'autre pour la médecine personnalisée. D'accord, OK, je comprends. Donc, s'il y avait des gens qui souhaitaient, heu, participer à tes travaux de recherche, ils ne pourraient pas venir, cogner à ta porte de labo, sur le Mont-Royal? Non, ben en fait, nous, on est vraiment, on fait de ce qu'on appelle de la science fondamentale et translationnelle. Donc, on collabore avec des neurologues au CHUM D'accord. euh, pour essayer. En fait, c'est quelque chose qui est encore en discussion. Donc, on essaie de recueillir le financement pour être capable de collecter tous ces échantillons, les échantillons à la clinique du mouvement André Barbeau, en fait, puis que nous, en laboratoire, on continue nos études avec une plus grande cohorte, en fait, que ce que j'ai montré ici, qui incluait 28 participants, en fait. Mmh. Vraiment intéressant. Je passe à travers toutes les questions du public. Il y a vraiment des gens très, très pointus dans l'assistance, donc attention. Est-ce que tu penses que tes travaux pourraient être applicables à d'autres pathologies comme la maladie d'Alzheimer? Puisque tu as une signature des neurones, je ne sais pas. Oui, Qu'est-ce que tu en absolument. penses? Non, c'est hyper pertinent comme question. En fait, toutes les maladies neurodégénératives associées à l'âge, donc la principale étant en termes de nombre de cas est l'Alzheimer. Parkinson, on peut penser à la sclérose latérale amyotrophique aussi, qui a une composante associée à l'âge. Donc, toutes ces maladies-là, en fait, bénéficieraient en théorie de notre technologie parce que, à cause du fait qu'on maintient la signature associée à l'âge et que c'est un modèle qui peut être spécifique à chaque patient. Mhm. D'accord. J'ai une question vraiment pertinente aussi d'une patiente probablement d'âge inférieur à 60 ans. Quand tu faisais référence à cette étude Transeuro, finalement, ça serait une patiente finalement plus susceptible de bénéficier des avantages d'une greffe. C'est ça. Donc, les patients de moins de 65 ans D'accord, sont ceux qui ont historiquement le mieux répondu au greffe. d'accord. Est-ce que, attention, j'ai une question très pointue. Issue du public, c'est pas moi, c'est vraiment trop pointu. Euh, Quand on pense à la maladie de Parkinson, on pense effectivement beaucoup aux neurones dopaminergiques. Puis comme tu le montrais dans une de tes dernières diapos, il y a tout un environnement autour des neurones dopaminergiques, notamment les astrocytes, qui en fait sont connus pour être en fait l'espèce de tissu dans lequel les neurones flottent. Si tu me corrigeras si je raconte des âneries. Euh, Certaines personnes dans l'audience en fait se posent la question sur est-ce que toi tu connais ces travaux de recherche qui non seulement travaillent sur convertir les astrocytes en neurones dopaminergiques ou même les travaux
tu te rappelleras certainement des travaux qui travaillaient sur l'injection directe intracrânienne de GDNF, donc un facteur de croissance de neurones. Finalement, ces deux approches-là, comment elles se comparent par Mm. rapport à une transplantation de neurones tout simple? Enfin, tout Ouais, simple ouais, étant ouais. très compliqué, on s'entend. Oui, en fait, pour répondre, au premier volet de la question sur les astrocytes, donc la conversion des astrocytes qui sont en fait des cellules gliales, qui sont importants pour supporter, et pour maintenir la survie du neurone. Et on pense que dans la maladie, les astrocytes deviennent un peu inflammés, donc un peu toxiques. Et donc il y a des travaux, dernièrement avec toutes ces nouvelles technologies de reprogrammation-là, dont dans mon ancien labo en Suède. Donc, il y a une partie du labo qui travaillait justement là-dessus. Donc, le concept derrière ça, c'est de prendre des astrocytes malades qui sont déjà résidents du cerveau et de les changer en neurones pour faire une pierre deux coups, en fait. Donc, se débarrasser d'une population qui est détrimentale, donc une population qui est toxique, et générer ce qu'on a perdu, donc les neurones dopaminergiques. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être très difficile euh, à, à, à faire en clinique, en fait, parce que, bon, présentement, avec les outils qu'on a, c'est qu'on sert de virus pour convertir euh, donc les cellules en une autre sorte. Donc, ça va être quelque chose qu'il va falloir faire beaucoup plus d'efforts précliniques avant de pouvoir amener ça en thérapie. Puis, il faut aussi garder en tête que les astrocytes sont là pour une raison. Ils ne sont pas Mmh. nécessairement purement détrimentales. Donc, avant de décider de prendre une population et de la changer en d'autres choses, donc d'effacer cette population-là dans le cerveau, il faut s'assurer vraiment que ça serait sécuritaire de ne plus avoir ou d'avoir moins d'astrocytes. Donc, Mmh. on a besoin de faire plus d'études sur le rôle de l'astrocyte dans le cerveau et dans le Parkinson, ce qui est quelque chose que j'ai montré aussi dans ma dernière diapo, donc quelque chose auquel on s'intéresse beaucoup. Pour ce qui est de la thérapie GDNF, en fait, c'est une thérapie. Donc, GDNF est un facteur de croissance qui est essentiel pour la survie des neurones. Donc, sans GDNF, le neurone va se porter moins bien, puis il va éventuellement mourir. Donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits et même d'études cliniques qui ont été faites euh, avec cette thérapie génétique-là, en fait, qui vise à implanter à l'aide d'un virus le gène du GDNF dans le cerveau afin qu'on se mette à produire du GDNF. Et donc créer un environnement favorable pour les neurones dans le cerveau. Euh, donc, les études cliniques ont vraiment montré des résultats mitigés, puis je dirais les études précliniques aussi. Donc, il semblerait que, je veux dire, le concept est bon, mais le problème, c'est que quand on a notre diagnostic de Parkinson, on a environ 70 des neurones dopaminergiques qui sont déjà dégénérés, sont déjà disparus. Donc, on essaie en fait de faire survivre le restant, le peu qui reste. Donc, déjà là, cette stratégie-là n'est pas l'idéal. Donc, une stratégie qui viserait à prévenir la mort neuronale serait à préconiser. Mais ce qu'on peut penser, en fait, euh, donc si on se ramène aux cellules souches, ça serait une cothérapie où on pourrait avoir des cellules souches qui sécrètent le GDNS. Donc, on peut faire du génie, d'édition de génome comme ça, pour faire en sorte, par exemple, que le produit cellulaire qu'on transplante produirait du GDNF. Donc, comme ça créerait un environnement plus favorable et probablement que les neurones se répareraient le cerveau plus rapidement. Donc, encore là, on est loin dans le temps, donc dans l'avenir. Euh, on doit d'abord démontrer que les cellules souches sont sécuritaires, que les cellules souches font leur travail pour euh, enlever les symptômes moteurs du Parkinson. Et ensuite, on verra si on poursuit avec, disons, la thérapie 2.0 où on aurait un supplément de GDNF, par exemple. J'ai une question. La maladie de Parkinson étant dégénérative, si on fait une implantation une greffe de neurones, donc je prends une question qui vient du public. Finalement, on en implante combien?
tout à l'heure, tu parlais de 100 000 neurones. J'imagine qu'il s'agit de quelques millilitres. Oui, en fait, c'est 100 ce qui est estimé présentement, c'est qu'on aurait besoin de 100 000 neurones dopaminergiques par côté. Donc, habituellement, on veut transplanter le patient des 2 côtés. Ouais. Hem Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise du tissu fœtal, ben, il y a pas juste des neurones dopaminergiques dans Mmh. la préparation, hein. Il y a beaucoup d'autres types de cellules que d'ailleurs, on ne sait pas encore exactement leur rôle. Donc, ça reste, il y a beaucoup d'inconnus là-dedans. D'accord, Donc, mais en fait, ce qu'on estime, c'est qu'il faut vraiment 100 000 neurones dopaminergiques pour voir un effet. d'accord. Et donc, ma question, c'est, une fois qu'on les a transplantés dans le cerveau, donc c'est une greffe qui se fait directement, enfin directement à la seringue là, Mhm. c'est très précis. Mais comme la maladie est une maladie qui progresse, comment ces neurones qu'on est en train de transplanter ont le moyen de se protéger, par exemple, de l'infestation d'alpha-synucléine, qui est le processus de dégénérescence classique de la maladie de Parkinson? Ouais, donc en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les nouveaux neurones ne sont pas nécessairement protégés contre la pathologie alpha-synucléine. Par contre, il semblerait que quand on fait des autopsies après 12, 16 ans après la transplantation, oui, on peut détecter cette pathologie-là dans les neurones, mais c'est vraiment une faible proportion des neurones. Donc, c'est vraiment quelque chose probablement qui reflète la progression de la maladie qui se fait sur des décennies probablement. Donc, en fait, oui, le transplant va acquérir cette pathologie-là, mais en fait, si on pense se faire transplanter à 65 ans, puis que ça prend peut-être 40 ans avant que cette pathologie-là vraiment devienne détrimentale pour les neurones, on est rendu à 105 ans. Donc, ça, on aura quand même gagné une bonne Mmh. quelques décennies de qualité de vie, là. D'accord, d'accord, très bien. Mais écoute, Janelle, je vais te remercier, c'est vraiment exceptionnel comme travail. J'ai une dernière question, est-ce que c'est unique au Canada, ce que tu fais? C'est unique au Canada. Euh, c'est en fait, on est très peu de laboratoires. En fait, on est quelques laboratoires ayant travaillé à développer ces technologies-là. De plus en plus, heureusement, de labos à travers le monde commencent à. J'ai beaucoup de gens qui me contactent pour utiliser justement nos technologies pour étudier les maladies. Donc, c'est vraiment super, là, ça prend vraiment de l'ampleur. Et plus il y a de gens qui vont travailler avec ces technologies-là, plus on va pouvoir arriver à en rendre une utilisation clinique rapidement, en fait. Mmh. Ah, j'aimerais, Janelle, te retransmettre les dizaines et dizaines de messages de merci qui passent dans le chat, qui te remercient pour ton travail. Et Parkinson Québec, tu nous remerciais tout à l'heure. C'est nous qui te remercions et l'ensemble de la communauté Parkinson Québec, oui, l'ensemble de la communauté Parkinson du Québec pour animer ton laboratoire et puis produire de la recherche d'aussi bonne qualité. Mais merci à tous, c'est hyper gentil. Je prends vos encouragements, puis en espérant être réinvité bientôt pour faire une mise à jour. Très bien, mais merci beaucoup, Janelle. Passe une bonne fin de semaine. Au revoir. Merci beaucoup. Vous aussi, bye bye.